Rebonjour à tous en direct du championnat de France mixte 2022 sur le lac du Bourdon dans l'Yonne. Ce magnifique lac que vous avez pu découvrir pendant tout le week-end, hein, vraiment un site absolument magnifique pour la pêche de compétition avec énormément de poissons, beaucoup de gardons, beaucoup de plaquettes, quelques chats et beaucoup de perches. Aujourd'hui, là on est dans le secteur donc du Bout, hein, comme je l'ai dit ce matin, exceptionnellement par rapport aux 2 journées précédentes, on va terminer dans le secteur du milieu. Aujourd'hui on ira voir la fin de la manche dans le secteur du milieu afin de pouvoir suivre la pesée de ce secteur du milieu où 3 pêcheurs peuvent encore remporter le titre de champion de France. Donc ici nous sommes donc dans le secteur du Bout, vous êtes derrière Romain Durand qui est au numéro 1, le fameux numéro 1 qui hier était catastrophique puisque Jimmy Martin, même s'il avait pris une carpe, on était derrière lui, n'avait pas pu faire mieux que dernier du secteur, que la journée d'avant le numéro 1 et le numéro 2 c'était pareil, il n'y avait quasiment rien pris. Aujourd'hui les choses sont un peu différentes, comme quoi, voyez, la pêche, il n'y a rien d'écrit à l'avance. Il faut toujours se bagarrer. Ici, Romain Durand, à ce numéro 1, il prend du poisson. Et surtout, au numéro 2, vous avez Naël Play, qui est pourtant 44e au bout de 2 manches, qui prend assez régulièrement des plaquettes. Donc, visiblement, le numéro 1 et le numéro 2, ici, aujourd'hui, ne sont pas si catastrophiques que ça. Hein, Romain Durand, il a pris en particulier des très grosses perches. Hein, tout le bas de ce secteur aujourd'hui, il y a pas mal de perches, et quand je dis des grosses perches, c'est des vraies grosses perches, c'est des poissons qui font 3, 4, 500, et Romain, a priori, aurait pris une perche qui ferait au moins 800 grammes. Donc vous voyez que, encore une fois, la pêche, ça peut changer d'une manche à l'autre, hein, le tirage au sort, il ne faut pas s'y fier entièrement, même s'il y a eu effectivement des zones et des places qui sont relativement favorables, hein, on verra tout à l'heure le secteur du milieu, comme j'ai dit, on finira par là. Vous voyez encore un joli poisson, une jolie plaquette pour Romain. Donc le secteur du milieu où se trouve Benoît Pellegrino à côté de Florian Hautebout et de Grégory, tous les 3, je rappelle, ont 4 points à l'issue des 2 manches. Donc peuvent jouer le titre. A priori, Benoît était parti sur les chapeaux de roue, mais je ne vais pas vendre la mèche tout de suite. On ira voir tout à l'heure la dernière demi-heure de pêche et on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, pour l'instant, Benoît Pellegrino avait vraiment bien démarré, mais pour l'instant, on est dans le secteur du Bout, le secteur où se trouve donc Romain Durand au numéro 1, Naël Play au numéro 2. Vous voyez que Naël y pêche relativement court. Romain aussi, hein, ils sont sur des pêches à 7 mètres on va dire. Naël pêche d'ailleurs relativement léger aussi par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Aujourd'hui on a vu quand même beaucoup de pêcheurs utiliser des flotteurs de 2-3 grammes. Là on est plutôt sur des flotteurs assez légers. Ça n'a pas empêché de faire une très belle série de brèmes, hein. J'ai demandé, puisque dans ce secteur il y a Alexandre Codin, donc j'en ai profité pour demander à Gilles, parce que Gilles est toujours au fait de tout ce qui peut se passer dans le secteur, il court un peu dans tous les sens, il prend note, et puis surtout c'est un immense champion, un ancien champion de France, un ancien champion du monde, donc il a l'œil, et quand il donne des renseignements en général ils sont bons, et il m'a dit en ce moment c'est plutôt Naël qui serait en tête du secteur avec ses fameuses plaquettes. Là il a encore un joli poisson. Didier Delannoy qui est au numéro 6 un peu plus loin, on ira le voir tout à l'heure, marche plutôt bien aussi. Donc il y a une belle bagarre. Alexandre Codin aussi marche plutôt bien. Alors, vous voyez qu'il pêche léger avec une micro bannière. Alors voilà, c'est encore une plaquette. Là il pêche quasiment avec une bannière comme on peut les voir en carpodrome, hein. Il a allez, 15 cm de bannière grand maximum. Vous voyez, la ligne est très très courte et le flotteur touche quasiment le connecteur sans faux. Donc il y a oui, allez, 10 cm de bannière pour Naël Play qui pour l'instant donc marche très très bien sur une pêche de plaquettes. Et aussi il a fait des perches. Alors on va remonter un petit peu dans ce secteur. Au numéro 3 on a Michael Bourseau qui est un petit peu plus loin. Michael qui est 10e à l'issue des 2 premières manches. Donc
Lui, il joue pas le podium, hein, parce qu'encore une fois, avec les 6 premiers qui se tiennent à 4-5 points, ça va être très dur quand même de remonter 5 points de retard pour Michael, 5 places en tout cas. Il est donc 10e à l'issue de ces 2 manches. Donc je l'ai déjà présenté pour ceux qui ne le connaissent pas hier et avant-hier. Michael, c'est un ancien pêcheur de l'équipe de France, vraiment un très très bon pêcheur, très polyvalent, aussi fort à l'anglaise qu'à la canne. Même pour la carpe, il se débrouille très très bien. Il est 10e, donc je pense que il devrait pouvoir se maintenir. Il a l'air de prendre du poisson. Il est plutôt dans une zone où il y a du poisson. Lui aussi a fait des grosses perches. Visiblement, les grosses perches, elles se sont prises aujourd'hui sur ces places du numéro 1, numéro 5. Pour quelle raison est-ce qu'elles sont arrivées? Mystère. Alors forcément, on a été plusieurs à se dire que ça aurait été bien sûrement de mettre des vers coupés et de pêcher même peut-être au tronçon de verre à l'hameçon, s'il y a des grosses perches comme ça qui traînent en nombre dans cette zone, mais malheureusement, effectivement, il aurait fallu le prévoir à l'avance et présenter ce type d'èche au contrôle, ce que n'ont pas fait la plupart des pêcheurs qui ont misé essentiellement donc sur le fouillis, évidemment, et en complément, la plupart avaient des casters et des asticomores. C'est quelque chose relativement classique pour des pêches de gardons et de plaquettes. À côté de Michael, on a Loïc Maillot. Alors, je continue. On est donc au numéro 4 derrière Loïc Maillot. Ici, vous voyez. Alors, vous voyez que les berges sont quand même beaucoup plus pentues sur ce secteur que sur les 2 secteurs qui sont sur la droite, où on voit des fonds en pente douce. Ici, vous voyez quand même qu'il y a des grosses variations au niveau de la berge. Ici, on est sur une berge relativement pentue, donc évidemment, il y a plus de fond tout de suite vers le bord, hein. Il faut bien imaginer que il n'y a pas de raison. Si vous avez une berge comme ça pentue, en général, ça continue aussi sous la surface, et donc on peut penser que la berge est continue comme ça, avec cette pente sous la surface. Alors que sur les autres secteurs, on est plutôt sur des fonds vraiment en pente très très douce. Donc ici, il y a quand même plus d'eau, même s'il n'y a pas énormément de fond, hein. On est sur des fonds de 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m grand maximum sur ce secteur, alors que sur les autres, on peut avoir que 80 cm à 1 mètre d'eau. Donc Loïc Maillot, pour l'instant, est 35e au classement provisoire. Donc là, ça va être difficile pour lui de se maintenir. Et puis, on a Michael Montenot, qui lui est 11e à l'issue des 2 premières manches. Donc là, lui, c'est pareil, il est un peu dans le même cas que Michael Bourseau, hein, puisque Michael était 10e et les 2 Michael sont 10e et 11e. Donc là, ils sont à la lutte pour essayer de se maintenir en première division. Combien sont les corps de ligne sur ce plan d'eau, Lionel? La plupart des pêcheurs pêchent avec des corps de ligne autour du 12 centième. Alors des fois c'est du 11,5, des fois c'est du 12,5, mais on va dire qu'on est autour du 12 centième avec des bas de ligne en 10, voire en 11 centièmes. Des hameçons qui sont en général des numéros 18, s'il y a vraiment beaucoup de touches, ils peuvent monter au numéro 16, mais on est plutôt sur de l'hameçon de 18 parce que c'est une pêche essentiellement à l'asticot. Hein. Oui, c'est ça, Laurent, sur des bas de ligne autour du 10 centième, des corps de ligne autour du 12 centième. Alors, Didier Delannoy avait monté des corps de ligne encore un peu plus costauds, en 14, voire 16 centièmes. Mais il n'y a pas vraiment de très gros poissons, donc il n'y a pas de raison de monter des lignes vraiment très très fortes. C'est surtout d'avoir un rythme de prise. Alors c'est vrai que Didier, par exemple, on le regardera tout à l'heure, il est juste sur la place à côté. Il y a sa manière de sortir les gardons, j'en ai parlé lors de la première manche. Il a une technique assez particulière pour ramener le poisson. Vous verrez qu'il est très efficace pour sortir en particulier les gardons. Le gardon est un poisson qui gigote quand même beaucoup au bout de la ligne. Donc si vous le soulevez à la verticale comme ça au-dessus de la surface de l'eau, il a tendance vraiment à gigoter. C'est là qu'on risque de le décrocher. Vous verrez que la technique de Didier permet de l'amener et de le soulever vraiment au tout dernier moment. Donc vous limitez en tout cas les risques de décrochage au moment où vous le sortez de l'eau. Donc
Michael Montenot et donc Didier Delannoy qui est juste à côté. Donc on remonte dans le secteur, Didier est au numéro 6. Donc je le répète quand même, la grosse différence par rapport à ce qu'on a pu voir hier dans ce secteur, c'est que les petits numéros qui étaient vraiment catastrophiques, pas mal de grosses perches et même des brèmes pour Naël Play. Alors là on arrive derrière Didier. Alors, je vais me mettre de l'autre côté pour vous montrer la manière dont il sort les gardons, parce que je trouve que c'est une belle leçon de pêche, en tout cas de technique. Alors on va regarder ça, je vais essayer de détailler un petit peu sa technique. Voilà. Alors le pipé, non, le pipé, eh ben, il est avec le fils de Didier qui a un championnat aujourd'hui. Donc Pipé, c'est le coach de Paul Delannoy, le fils de Didier Delannoy, qui est champion de France d'ailleurs de sa catégorie des jeunes et qui a pêché au championnat du monde en Slovénie. Alors mince, alors il se met devant moi, alors je peux pas vous montrer. Voilà, alors je me décale. Voilà, alors vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer la technique. Il faudrait qu'il sorte un beau gardon pour que je vous montre un petit peu cette manière de sortir les gardons qui est assez particulière et qui est vraiment d'une redoutable efficacité. Alors, il y a quand même pas mal de touches, donc on ne devrait pas attendre trop longtemps. Voilà, canne sur le côté, mais côté coup droit, avec le sion à ras de la surface. Vous allez voir ça. Alors, enfin, j'espère que vous allez voir ça assez rapidement. Donc il y a la touche, donc voilà, il ramène. Vous allez voir qu'il ramène coup droit sur le côté et hop, au dernier moment, il soulève. Bon là, c'était pas un très gros poisson, donc c'était pas aussi évident que ça. Et vous allez voir, il ramène la canne en fait en arrière, puis ensuite il déboîte, il ramène le kit sur le côté. Donc en fait l'avantage c'est que vous maintenez le poisson toujours dans l'eau le plus longtemps possible jusqu'à le ramener à ras du bord, et au dernier moment quand il arrive à ras du bord, il soulève vraiment soudainement, vous voyez, hop, d'un seul coup la canne pour sortir le poisson hors de l'eau. Donc en fait le poisson nage toujours, c'est très important de maintenir le poisson le plus longtemps possible dans l'eau, parce que évidemment s'il gigote c'est quand il est en surface. Quand il est en surface, c'est là que vous avez le plus de risque de le décrocher. Voilà, là ça a l'air un peu plus gros. Ah, mince, je pense. Alors on va voir s'il nous le fait, parce qu'il aime bien ne pas sortir l'épuisette. Ah bah si, là il sort l'épuisette, mais vous voyez que c'est la même technique. Hop, en fait le poisson arrive en surface à l'endroit exact où il va être mis à l'épuisette. Hein. Il ne le fait pas glisser à la surface de l'eau, c'est une jolie plaquette. Il ne le monte pas en surface plus loin, puis il le fait glisser jusqu'au-dessus de l'épuisette, comme on peut le voir souvent. En fait, il le maintient sous la surface le plus longtemps possible pour le monter en surface juste au moment et à l'endroit où se trouve son épuisette. Voilà, ça c'était une jolie petite leçon de la part de Monsieur Plus, de Didier Delannoy, champion du monde 2013, je le rappelle, c'est notre dernier champion du monde en individuel. Ensuite, on a donc au numéro 7 Grégory Petillot. Alors lui, malheureusement, pour l'instant, il est 45e. Donc, évidemment, il n'a plus de chance de rester en première nationale. Mais voilà, vous voyez qu'il prend quand même pas mal de gardons. Il a monté aussi des télescopiques. On a vu un peu plus de télescopiques aujourd'hui. J'ai vu quelques pêcheurs tenter la télescopique. Alors au fur et à mesure de la Manche, ils les ont abandonnés un petit peu, mais c'était pourquoi pas. Il y a quelques pêcheurs qui se sont dit c'est la dernière manche, il faut que je tente quelque chose. Donc ils ont tenté un peu la télescopique, mais ils se sont tous un peu ravisés. Et vous voyez que si on regarde un petit peu la suite du secteur, quasiment tout le monde pêche à la grande canne. Il n'y a plus vraiment de pêche à la télescopique, d'autant qu'il y a quand même des plaquettes, il y a des perches, donc il y a des beaux poissons qui sont pris un peu de ci, de là, donc pêcher uniquement à la télescopique les petits poissons serait assez suicidaire. Ensuite, au numéro 8, on va continuer, on va voir Jean-Michel Durand, qui pour l'instant est 20e
à l'issue des 2 manches, donc c'est un moment important pour lui, hein. Il va falloir qu'il quitte bagarre pour se maintenir en première nationale, puisque je rappelle que c'est les 17 premiers qui se maintiennent. Donc Jean-Michel Durand, qu'on a pu suivre quand même pendant les 2 manches, j'avoue que c'est un pêcheur que je connaissais peu, et qui m'a assez impressionné par son calme, l'efficacité avec laquelle il pêche. Vous voyez, il n'y a pas, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, les très bons pêcheurs, souvent, il y a peu de mouvements parasites. Vous avez l'impression presque par moment que c'est presque lent, et pourtant c'est eux qui souvent ont le plus de poissons au final dans la bourriche. Donc c'est pas toujours le pêcheur qui fait des grands mouvements, qui retire sa canne très vite, qui ferre très fort, qui prend le plus de poissons. Souvent c'est celui qui est au contraire le plus calme, le plus posé. C'est flagrant quand on regarde pêcher quelqu'un comme Alexandre Codin, ou encore pire comme Diego da Silva. On a l'impression qu'ils sont presque lents, puis au final c'est toujours eux qui ont plus de poissons. Vous voyez que ça va très très vite là, derrière Jean-Michel. Voilà, pêcheur très efficace, alors 20e au bout de 2 manches. Donc là, s'il arrive à faire une belle manche, il peut se maintenir en première nationale. Ensuite, on passe derrière Alexandre. Alors il y a un joli petit match, parce que là, on a donc Alexandre Codin, qui est au numéro 9. Ensuite, on aura Manuel Penin au numéro 10 et Stéphane Potelet au numéro 11. Donc on a un beau petit triplé là, de très bons pêcheurs. Alors Alexandre, il est 9e. Je rappelle qu'hier il a remporté son secteur, donc il a remis un peu les choses d'équerre après une première manche difficile où il avait choisi, il avait pris l'option télescopique, hein, comme Maxime Duchesne, comme Anthony Bergeron. Bon, hier il s'est remis à la grande canne, là, comme aujourd'hui, vous voyez, il pêche à 11,50. Et puis il prend des jolis poissons. Ça va être assez dur de savoir ce qui se passe effectivement dans ce secteur, parce que vous avez des grosses perches qui viennent quand même jouer les troubles fêtes dans les petits numéros. Vous avez Naël Play qui a pris quand même au moins une quinzaine de plaquettes en plus des perches, donc qui est plutôt très très bien parti, mais finalement il se prend du poisson un peu sur tout le secteur. Vous avez Didier Delannoy qui a un bon rythme de prise, peut-être un peu moins de plaquettes, mais qui prend aussi beaucoup de gardons, et les gardons sont pas si petits que ça ici. Donc c'est beaucoup plus homogène que ce qu'on a pu voir hier, même si souvenez-vous, hier il y avait des scores très très serrés ici, avec beaucoup de pêcheurs autour de 12 000 points, mais les ailes étaient vraiment très très mauvaises hier, alors qu'aujourd'hui elles peuvent lutter assez facilement avec le milieu, voire peut-être passer devant. Donc un secteur qui reste très très ouvert. Donc Alexandre est au numéro 9, donc Manuel est au numéro 10, pêcheur du Nord. Je passe rapidement derrière Alexandre et on va derrière Manuel. Alors Manuel, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs sujets avec lui. En début de première manche, il m'a dit qu'il avait eu quelques problèmes de dos, il a fait quelques infiltrations, donc c'est pas forcément les meilleures conditions pour être performant. Vous voyez que le vent commence à souffler de plus en plus fort. Ça va risque de faire comme hier, hein. On se souvient qu'à la fin de la manche hier, ici c'était, on serait cru en Bretagne, hein, dans le Finistère, en bord de mer, tellement il y avait de vagues et de vent. Quand Jimmy Martin a pris sa carpe, ça soufflait vraiment très fort. Qui est le mieux engagé pour le titre selon toi de ce que tu as vu, Florian? De ce que j'ai vu pour l'instant, si j'avais une pièce à miser, je la mettrais sur Benoît Pellegrino, qui au bout de 2 heures de pêche dans le secteur du milieu, hein, celui qu'on ira voir tout à l'heure, faisait un peu cavalier seul quand même si Florian Haudebout à côté de lui, hein, juste à côté à sa gauche, prenait aussi des plaquettes. Benoît a vraiment démarré très très fort pendant 1h30. Il avait quasiment une plaquette à chaque fois qu'il posait la ligne. Il n'y avait quasi pas de gardon, que des brèmes. Donc forcément, il prenait beaucoup d'avance. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les 2 dernières heures. Il peut y avoir des trous. On sait qu'il y a pas mal de carnassiers parce qu'il y a des perches ici, mais il y a aussi beaucoup de brochets, hein. Et on a eu le cas en première manche avec Anthony Bergeron, où il s'est retrouvé avec un brochet sur le poste pendant une demi-heure.
qui a vraiment foutu le bazar sur sa place. Donc on ne sait jamais, mais en tout cas, si j'avais une pièce à miser au moment où je vous parle, ce serait sur Benoît Pellegrino. Reste à savoir aussi ce qui se passe évidemment avec Damien Lemdani dans le secteur, le tout premier secteur qu'on a suivi au début, à l'amorçage. Il y a beaucoup de suspense parce que je rappelle qu'il y a quand même 4 pêcheurs à 4 points et 2 pêcheurs à 5 points. Donc vous avez vraiment 6 pêcheurs qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Donc ça risque d'être très serré. Ensuite, on a donc Stéphane Potelet qui est pour l'instant 14e. C'est pareil, il avait fait une première manche assez difficile. Hein, mais c'est là qu'on voit l'expérience, je dirais, des internationaux. Que ce soit Stéphane, que ce soit Alexandre, que ce soit Maxime, ça s'était pas trop bien passé à la première manche, mais ils ont rectifié le tir immédiatement dès la seconde manche. Et donc Stéphane pour l'instant est 14e, alors ça veut dire que il est à la limite quand même, hein. Il faut qu'il se bagarre pour garder sa place en première nationale. Bon, alors se bagarrer, pour ça on peut être certain qu'on a le client qu'il faut avec Stéphane. C'est le genre de pêcheur qui lâche rien de la première à la dernière seconde. Donc vous pouvez être certain qu'il donnera le maximum. Ouh là, je ne sais pas si c'était le fond ou si c'était un beau poisson. Voilà, alors lui aussi pêche à 11,50 m. Hein. Il est comme Manu et comme Alexandre Codin. Sur cette zone-là, on pêche à 11,50 m. Alors qu'on a vu que dans les petits numéros, Romain Durand, Naël Play, même Michael Bourseau pêchait plus court, hein, pêchait autour de 7 mètres. Encore une fois, la forme de la berge joue aussi, hein, si vous avez plus ou moins de fond assez près du bord, en fonction de la pente qu'il y a sur la berge, évidemment, qui se continue, comme je l'ai dit, sous la surface. Donc on est sur un secteur assez particulier quand même, par rapport plus en pente douce, hein. Donc vous êtes obligé évidemment de pêcher un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'on avait vu aussi des pêcheurs miser sur la télescopique sur ce secteur au tout début en première manche. Ensuite, on a donc Michael Pernette. Hop, attendez, je recule parce que je vois que Stéphane déboîte. Donc, je ne suis pas là pour les déranger en action de pêche quand même. Ah, bah, c'est un poisson-chat. Il n'y en a pas beaucoup, franchement. Ils nous ont pas vraiment beaucoup dérangé pendant ce championnat. Donc Michael Pernette, il est 21e à l'issue des 2 manches. Donc c'est pareil, il joue gros, il joue son maintien en première nationale. Il faut absolument qu'il fasse une belle manche. Alors lui, il pêche à 13. Hein. Là, il est 13, 12,50 m peut-être. Un petit peu plus court. Et vous voyez qu'il fait du gardon. À sa droite, on verra qu'il y a également Thomas Monsigny. Alors il fait partie des pêcheurs qui sont à la lutte pour le titre. C'est un petit peu le seul en fait dans ce secteur qui peut espérer une place sur le podium. Et vous voyez qu'il a un joli poisson, hein. Là, on va aller se dépêcher d'aller le voir. Thomas Monsigny, alors la famille Monsigny, pour tous ceux qui suivent un peu la compétition, ils connaissent bien. Il y a Thomas, il y a son frère Léo, il y a le père. Enfin bon, c'est une famille de compétiteurs, comme ça existe assez souvent dans la famille Monsigny. Ah bah, je vois que Léo est également en ligne et qui suit son frère en action. Donc Thomas, il a 4 points également, il est 4e au classement général. Ça veut dire que parmi les pêcheurs qui ont 4 points, c'est lui qui a le score le plus faible. Donc un petit désavantage par rapport au classement au poids. On va dire que ça se tient vraiment avec Damien et Florian Hautebout, puisque Thomas à 22 210 points à l'issue des 2 manches, et que par exemple Florian Hautebout, qui est juste devant 3e classement provisoire, à 22 636, donc on va dire il y a 426 grammes de différence, c'est quasiment rien du tout. Le seul qui a vraiment un avantage dans les 4 premiers avec 4 points, c'est Benoît Pellegrino, qui a un score, je le rappelle, de 31 479 points à l'issue des 2 premières manches, donc qui a un avantage de près de 6 kg, 5 kg et demi sur Damien Lemdani qui est 2e. Alors
le poids, ça peut avoir une importance à l'issue de ces 3 manches, puisque je rappelle qu'en cas d'égalité de points, de place, c'est évidemment le poids total des 3 manches qui fera la différence entre d'éventuels ex-aequo. En tout cas, Thomas marche plutôt bien. Tout à l'heure, on a fait le pointage, il avait vraiment un bon rythme de touche. Reste à savoir s'il pourra lutter avec les plaquettes et les perches, c'est-à-dire des beaux poissons quand même qui sont pris plus bas dans le secteur, ce qui est quand même une nouveauté par rapport aux 2 premières manches sur ce secteur où le bas du secteur était quand même très difficile, et ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Donc on va regarder encore un petit peu Thomas en action, et puis ensuite sur sa droite, si vous regardez, il n'y a plus que 2 pêcheurs puisque Thomas est au numéro 13, il y a le numéro 14 qui est Arnaud Dupin et le numéro 15 qui est Cédric Goujon, qui sont respectivement 15e et 17e. Vous voyez encore un joli poisson pour Thomas. Je ne sais pas si c'est une plaquette, j'ai l'impression que c'est une plaquette effectivement. Ouais, donc si les plaquettes rentrent aussi par ici, il va y avoir un beau match quand même dans ce secteur. C'est très indécis. Encore une fois, c'était très indécis aussi les 2 manches précédentes dans ce secteur, mais c'était très indécis entre un nombre de pêcheurs beaucoup moins important. Là aujourd'hui, on a vraiment tout le secteur où c'est possible de s'en sortir, alors que les 2 premiers jours, il y avait vraiment les pêcheurs qui étaient au milieu, qui avaient plus de poissons franchement que les ailes. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Un secteur très relevé, ben le secteur très relevé, vous allez voir que celui du milieu, il est pas mal non plus. Celui du milieu, je vais vous citer d'ores et déjà les pêcheurs qu'on va retrouver tout à l'heure pour la fin de cette 3e manche. Dans le secteur Z, tout à l'heure on ira voir donc Julien Bourbon, Roger Bordonne, mais ensuite un trio de pêcheurs qui sont à la lutte avec Florian Houtebou, Benoît Pellegrino et Grégory Verdière qui sont côte à côte. Puis ensuite vous avez Pierre-Louis Renaud, Jérémy Perrin, Emmanuel Villain, Olivier Defrocourt, David Pouillard qui est 5e au classement général, donc encore un pêcheur qui lutte pour le titre. Donc dans le secteur du milieu, vous avez quand même 4 pêcheurs qui sont dans les 6 premiers, qui sont dans ce secteur du milieu. Puis vous avez Yves Margerin qui est 8e au classement général, Jimmy Martin, Jérémy André, Éric Faucillon et Kevin Lacaze. Donc autant vous dire que le secteur qu'on va aller voir pour la fin de la manche, il est aussi très relevé. Mais bon, c'est un peu logique, on est ici au championnat de France, vous avez quand même les 45 meilleurs pêcheurs français qui sont devant vous pendant tout ce week-end sur ce magnifique plan d'eau du lac du Bourdon. Vraiment, on prend beaucoup de plaisir à suivre cette compétition parce que on voit du spectacle, on voit des touches, on voit de la technique, on apprend des choses sur les stratégies d'amorçage, les distances de pêche, les plombées. Hier, Damien Lemdani nous a montré cette fameuse ligne en double charge qui a beaucoup fait parler, non seulement chez vous ici par vos messages, mais aussi même au bord de l'eau, puisque j'ai vu plusieurs pêcheurs venir voir les kits de Damien à la fin de sa manche d'hier. Enfin bon, c'est ça aussi un championnat. C'est pas uniquement des histoires de classement, de pêcheurs, mais aussi de technique, de stratégie. Et on apprend toujours quelque chose quand on regarde des pêcheurs de ce niveau en action. Donc, on termine avec ici donc Arnaud Dupin. Et puis, à côté, Cédric Goujon. Donc, ils sont 15e et 17e au classement provisoire. Donc, il y a beaucoup de pêcheurs qui jouent leur maintien dans ce secteur. Donc, c'est pour ça que tout le monde est à fond. De toute façon, tout le pêcheur est toujours à fond. Je veux dire, même ceux qui sont dans les derniers aujourd'hui, on peut leur faire confiance. Ils vont donner le maximum. Mais évidemment, tous les pêcheurs qui se trouvent entre la 15e et la 20e place, eh ben, ils vont vraiment se donner à fond pour essayer de se maintenir en première division. Parce que si vous faites un tour en deuxième, vous n'êtes pas sûr de remonter. Il y a quand même des très bons pêcheurs en France, donc c'est jamais évident d'accéder à la première division. C'est quand même le Graal. Donc quand vous y parvenez, vous faites tout pour y rester, vous pouvez me croire. Donc Arnaud Dupin, Cédric Goujon.
pour finir ce petit compte-rendu de ce secteur X, le secteur du bout, le fameux secteur où la pesée est un peu longue parce que la balance elle a un peu dératé. Il faut dire que c'est une balance qui pèse au gramme près. Alors sur des pêches à plus de 12 kg, c'est un peu logique que ça mette un peu de temps à se stabiliser. J'espère en tout cas que l'autre, parce qu'a priori dans les autres secteurs c'était quand même plus rapide la pesée, donc j'espère que tout à l'heure pour la pesée du secteur du milieu, le secteur où se trouve, je le rappelle, Benoît Pellegrino, eh ben, ça ira un peu plus vite. En tout cas, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, donc sur le coup de 15h35, pour suivre la dernière demi-heure de pêche, et puis la pesée dans la foulée de cette troisième manche décisive du championnat de France 2022. Merci à tous et à très vite.